Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi République numérique que vous portez, Madame la Secrétaire d'État, et que nous allons examiner aujourd'hui, s'est démarqué dès la présentation de l'avant-projet par son modus operandi. Soumis pour la première fois à la participation citoyenne via la mise en place d'une consultation publique sur le web, 21 000 internautes ont déposé plus de 8 500 contributions qui ont permis de dégager 5 articles et 90 modifications du texte originel. Ce résultat est encourageant pour ce tout nouveau dialogue démocratique, même si nous avons tous conscience que certains citoyens ont les moyens de participer au débat en ce qu'ils disposent d'un capital social, économique et numérique, et que d'autres sont laissés sur le côté en termes d'infrastructures par la marche en avant du numérique, et je peux en témoigner dans ma circonscription, et je dirais même à mon domicile. Je trouve évidemment positif que le professionnel du numérique, le scientifique, le militant associatif ou encore l'entreprise puissent participer à l'élaboration de la loi et que leurs propositions soient retenues par le gouvernement, comme cela a été le cas, par exemple, concernant la diminution de la durée légale des publications scientifiques ou bien l'auto-hébergement. Et je regrette d'autant plus que le contenu de ce projet de loi ait été quelque peu amoindri en raison d'arbitrages interministériels. Vidé de son volet économique, qui pourrait se retrouver dans le projet de loi Macron 2, et quand on a connu Macron 1, on peut s'inquiéter, ainsi qu'amputé de son volet sur l'open data, qui a été repris à la fin de l'année dernière dans le projet de loi relatif à la gratuité de la réutilisation des données publiques. On peut être aussi déçu par la frilosité du gouvernement concernant la généralisation des logiciels libres dans l'administration, et cela au moment même où l'État signait un juteux contrat d'exploitation de son parc informatique avec Microsoft. Néanmoins, ce texte contient des avancées notables en ce qu'il inscrit dans le marbre un certain nombre de mesures réclamées depuis longtemps par le monde du numérique. Premièrement, concernant la circulation des données, le texte pose le principe de l'ouverture et de la diffusion des données des administrations et de leurs délégateurs au public, notamment en matière d'environnement, et il inscrit dans la loi le principe de neutralité du net, reprenant ainsi le règlement européen sur les télécommunications d'octobre dernier. Le second volet du projet de loi contient des mesures nécessaires de protection des droits dans la société numérique qui auront un impact pour nos plus jeunes concitoyens via l'instauration d'un droit à l'oubli pour les mineurs, mais aussi pour ceux qui malheureusement ne sont plus parmi nous, via la mise en place d'un testament numérique permettant de confier à un tiers ses données personnelles en cas de décès. Je ne peux également qu'exprimer mon attachement à l'affirmation du principe de confidentialité des correspondances privées électroniques qui permettra, je l'espère, de mettre un terme à la publicité ciblée sur nos écrans. Et puis je salue le renforcement des pouvoirs de la CNIL qui se pose ainsi en garant du respect de nos données personnelles et que nous, parlementaires, pourrons consulter plus aisément lors de notre travail législatif. Enfin, le dernier chapitre du projet de loi s'attaque à l'accessibilité du numérique en abordant la question de la couverture numérique de la France, en facilitant les usages numériques par l'octroi d'un cadre juridique aux envois par recommandé électronique, ainsi qu'en soutenant les associations par la mise en place du don par SMS. J'approuve la prise de conscience du gouvernement qui affirme sa volonté d'encadrer la pratique du e-sport afin de faire place à un engouement croissant et mettre ainsi un terme aux nombreuses dérives constatées. Saisie pour avis sur 4 articles, la Commission des affaires sociales dont je suis membre a étudié plus particulièrement l'accessibilité des personnes dites fragiles au numérique. Et là, je regrette, avec les associations de défense des personnes sourdes ou malentendantes, que nous ne soyons pas allés plus loin en commission sur la qualification professionnelle des interprètes en langue des signes ou sur la question épineuse de la tarification supplémentaire lorsque ces personnes bénéficient d'un service de traduction visuelle et écrite simultanée. Je suis convaincu que nos concitoyens souffrant d'un handicap n'ont pas à payer plus cher que les autres usagers pour pouvoir contacter leurs proches, les administrations ou encore chercher un emploi. Un certain nombre d'entre elles ne bénéficient, il faut le rappeler quand même, pour seul revenu, que de l'allocation adulte handicapé, et il me semble injustifié de distinguer à nouveau 2 catégories d'usagers basées sur leur niveau de revenu. Pour finir, le maintien de la connexion à Internet en cas de défaut de paiement me semble être une vraie mesure de justice sociale qui évite aux personnes en situation de détresse de sombrer dans une spirale sans fin, c'est-à-dire de ne plus être en mesure d'accéder aux offres d'emploi, ni de postuler,
d'envoyer ou de recevoir des mails, ou encore de ne plus avoir accès au contenu des sites des administrations. Mes chers collègues, le projet de loi numérique apporte indéniablement de réelles avancées, mais le résultat final est plutôt une régulation de l'usage du numérique qu'une régulation de l'économie numérique. Et je ne peux donc que rejoindre l'avis critique du Conseil d'État sur le choix du titre du projet de loi, dont le contenu n'a pas finalement vocation à instaurer pleinement dès aujourd'hui une véritable république numérique. Merci monsieur. La parole est à monsieur Jean Launay pour le groupe socialiste républicain et citoyen pour 5 minutes.